Merci. Bon, puisqu'on est présenté, on passera à la première diapositive plus rapidement. Non, 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 un petit peu quand même. Parce que, oui, effectivement, nous avons deux approches un petit peu différentes, dans la mesure que, oui, j'ai parlé de linguistique du corpus. Linguistique du corpus, c'est la recherche dans des données en masse, donc beaucoup de textes, pour essayer d'analyser ce que les gens disent. Pour ça, derrière, je suis lexicographe, donc je suis spécialisé dans la création de dictionnaires. Et il faut se dire, ce soir, nous avons un très éminent lexicographe espagnol qui est avec nous. Et je suis très honoré par votre présence, chers collègues. Raphaël Desmoral. C'est le fruit du hasard qu'il est là, mais c'est très bien de parler. Donc, de nos problématiques quand on a un si éminent collègue avec nous. Donc, en fait, ça, c'est mon côté. Côté Johanna, on est dans l'étude de lettres, donc l'étude classique de littérature, et ce que nous avons fait, c'est de regrouper nos deux systèmes d'analyse pour voir ce qui se passe quand on allie les textes littéraires à des textes dictionnographiques pour explorer toutes les possibilités offertes par le numérique. OK, ça c'est provoque. On entend tellement l'importance des livres électroniques, et puisque je suis spécialiste dans les livres électroniques, j'ai beaucoup de doutes. Tout bêtement parce que on aura beaucoup moins de problèmes à la maison si j'avais moins de livres papier. Et si je ne continuais pas, en acheter d'autres. Tu as déjà le dictionnaire. Je sais, mais ce n'est pas la même édition, ma réponse. Donc, non, le livre n'est pas mort. Simplement que le livre numérique, en fait, existe depuis très longtemps. Parce qu'il faut se dire que l'ensemble de la production de livres, de magazines, de la presse est numérique de toute façon depuis très longtemps parce que les textes sont saisis numériquement et tous les systèmes de photocomposition est numérique. Tout ce qu'on change, c'est le fait qu'on essaie de vous vendre la lecture sur écran, ce qu'on fait de toute façon dans beaucoup de cas. Donc, c'est pour ça qu'on est numérique. Notre problème, c'est ce qu'on fait avec ces véritables livres électroniques où on a il y a quelquefois des mots techniques comme le EPUB, qui est le système de gestion. Vous savez ce que c'est un PDF. Un EPUB, c'est à peu près pareil. C'est le système utilisé par les éditeurs pour transformer leur texte en quelque chose qu'on lit facilement à l'écran. Le problème, c'est qu'en fait, si on parle de numérique, c'est pas bon. À quoi bon avoir ça? C'est guère mieux qu'un site web. On n'exploite toujours pas, en fait, les possibilités ouvertes par le numérique. On a ces possibilités, mais on n'est pas encore là. Puis, effectivement, moi, j'ai toujours posé la question, est-ce que les gens veulent des livres entiers numériques ou c'est simplement ce que certains éditeurs veulent imposer sur le marché? Donc, c'est de dire que si nous, on accepte simplement parce qu'on nous dit de changer de téléphone, de changer d'ordinateur tous les 2 ans, est-ce qu'on accepte de faire pareil avec des livres? J'ai entendu aujourd'hui, c'est le fait que les éditeurs ne veulent pas vendre des ouvrages à des bibliothèques, ils préfèrent vendre une licence. Ça veut dire qu'on n'est plus en possession de quelque chose, on cotise tous les ans. Je suis navré, ce n'est pas comme ça que je vois la situation, mais le système est là. Donc il faut dire quel est notre positionnement par rapport au livre numérique et notre positionnement à nous étant des humanistes. Donc c'est pour ça qu'on termine avec cette idée des humanités numériques. Comme nous avons marqué sur le premier diapositive, nous travaillons avec l'Université de Grenoble parce que en France, c'est le centre qui développe actuellement
sur la création et la gestion d'ouvrages numériques pour les humanités. C'est une université qui a déjà numérisé tout l'ouvrage de Stendhal, y compris ses lettres, etc. Donc, c'est pour ça que nous sommes en relation avec des gens qui développent cette perspective de ce qu'on appelle les humanités numériques. C'est-à-dire que nous restons des humanistes. Moi, je ne suis pas un vrai, puisque je joue un petit peu trop avec l'informatique. Il y en a beaucoup plus dans les textes. Donc, nous restons en humanité numérique, mais nous utilisons toutes les capacités offertes par l'informatique sans être esclaves. C'est à notre service, pas l'envers. Donc, c'est pour ça qu'on insiste, on n'a pas perdu notre âme, on reste fasciné par le contenu, pas simplement par les systèmes. Donc, ce que nous allons vous présenter, c'est deux projets que nous avons ensemble. D'abord, pour moi, c'est le projet Fertière, qui est de créer une version numérique d'un des monuments de l'électricoquerie française. C'est le dictionnaire d'Antoine Furetière. Les trois piles là sont ce que nous avons imprimé sur le dictionnaire de poche de Furetière. À l'époque, on est au XVIIe siècle, ils avaient des poches très conséquentes. C'est un ouvrage énorme. J'essaie d'insister auprès de mes étudiants que c'est l'œuvre d'un seul homme qui travaille pas avec un ordinateur, pas avec l'électricité, qu'il rende un texte à un imprimeur qui doit créer un ouvrage qui n'existait pas avant. Donc, il y a énormément de créativité de la part de l'éditeur pour transformer ce contenu dans des dictionnaires qui, je vais faire quelques commentaires sur ces dictionnaires, qui n'étaient pas de tout ce que nous avons de nos jours comme dictionnaire. Mais c'est les débuts. Deuxième projet, c'est le projet Boissy. C'est les 4 volumes qui sont là. Sont l'édition de quelle année? Ça, c'est une édition de 1754, ou 58, pardon. D'un écrivain du théâtre français qui est très largement oublié, mais oublié maintenant, mais qui était quand même pas mal republié au XIXe siècle. Donc, ce n'est pas si oublié que ça. Et puis, là, vous avez les volumes, le théâtre, mais il y a, pour comprendre, il y a toutes les autres choses qu'il a écrites qui sont plus ou moins disponibles. Donc, un travail de fond en littérature. Notre travail, c'est de mettre ces données-là disponibles pour que les gens puissent accéder à l'ensemble de ces ouvrages, de voir les variants et de comprendre un peu l'époque. L'époque veut dire aussi faire le lien avec un dictionnaire à peu près de l'époque, un dictionnaire très connu, pour voir comment les gens traitaient les mêmes mots qu'ils allaient trouver dans ces ouvrages-là. Très rapide, si vous voulez que je vienne parler des dictionnaires, je peux, mais ça sera une autre fois parce que c'est une histoire très longue. Mais très rapidement, l'histoire des dictionnaires en Europe commence avec les gloses. C'est-à-dire que dans un monastère, vous avez des illumineurs absolument fantastiques, mais il y avait des mots que les gens ne comprenaient pas. Donc, on écrivait dans les marges une explication des mots difficiles. À un moment donné, on commençait à regrouper toutes ces collections de mots difficiles et on créait ce qu'on appelait les glossaires, c'est-à-dire une collection de définitions sur des thématiques. Puis, on regroupe des glossaires et on arrive à ce qu'on appelle les catholicons. Le catholicon dont on parle en Bretagne, c'est évidemment le catholicon de Lagaduc, né à Morlaix, a travaillé et a vécu j'ai perdu le nom de la ville. Pardon? Non, Côte-Nord. Tréfaven, Église, cathédrale.
Tréguier, merci. Tréguier. Oh, c'est dur comme ça arrive parce que je sais, j'aime beaucoup la ville. Donc, en fait, Languedoc a fait ce qu'on appelle dictionnaire. C'est loin d'être un dictionnaire dans le sens actuel, qui est un dictionnaire trilingue, breton, français, latin, puisque les besoins, c'était les gens dont l'Église avait besoin de comprendre des mots en latin, ce qui est très intéressant qu'avant la France, il y avait un dictionnaire de breton. Donc, avec Languedoc. Donc, mais on est dans les trilingues, et c'est simplement un mot vaut équivalent d'un autre mot. Les monolingues, ça arrive plus tard. On arrive avec des dictionnaires comme le dictionnaire d'Estienne, qui est très intéressant parce que le premier dictionnaire qu'il publie, c'est en latin. On a toujours besoin d'expliquer le latin à des gens. Deuxième dictionnaire, on arrive sur le latin où les mots français tournés en latin. Ça, c'est assez amusant parce que ça, pour quelqu'un qui est inculte comme moi, je peux prendre une phrase en français, je prends mon dico et je le déclame en latin. C'était de l'objet de pouvoir exprimer en latin avec des formules de français. Puis, on passe en bilingue d'instruction. Il y a énormément de dictionnaires bilingues anglais-français parce que les Anglais avaient besoin d'apprendre le français. Mais on est dans les bilingues. C'est véritablement l'explosion. Et c'est pour ça que je vais Holly Bond, qui est un dictionnaire français-anglais, mais toujours pour apprendre le français. Mais on est plutôt dans les dictionnaires bilingues. C'est au XVIIe siècle que les choses changent de manière radicale. Ça commence en Italie avec l'Académie della Crusca, avec leur dictionnaire, et les grands dictionnaires de l'Académie en Espagne. Et puis, en France, on lance l'Académie française par Richelieu avec l'idée de faire un dictionnaire, puisque c'est le prestige de la langue. On n'a pas de prestige dans un bilingue. Le prestige, c'est d'expliquer la langue avec toutes les subtilités et en détail. Donc, l'Académie lance leur dictionnaire en 1640. Ils ne sont pas rapides, ils ne sont toujours pas très rapides. Donc, il y a un certain temps avant que le dictionnaire soit publié en 1994. Entre-temps, il y a des gens qui sont un peu frustrés et qui sortent leur dictionnaire monolingue pour le français. Il faut se dire que l'Académie vise l'élite. Là, c'est plus général. Donc, le premier dictionnaire véritable pour le français, avec les définitions, des explications, etc., se trouve avec le dictionnaire de Richelieu, en 1680. Puis, vous avez le dictionnaire de Corneille, simplement parce que l'Académie française, c'est un dictionnaire de la langue polie, c'est-à-dire la langue sans le quotidien, tout le quotidien, et sans les sciences. Donc, Corneille avait comme travail de compléter avec ces termes de science. Et puis, il y a le dictionnaire de Furetière. L'abbé Furetière, Antoine, abbé de Chalivoix. Donc, membre de l'Académie. Viré de l'Académie. Parce qu'en fait, il était très frustré, parce que l'Académie avançait pas rapidement. L'Académie ne voulait pas avoir tous les mots de la langue, et en fait, l'idée de Furetière, c'était de prouver qu'on pouvait tout dire en français. Donc, il fallait avoir tous les mots. Il n'avait pas peur des mots anglais. Absolument pas peur. C'était simplement qu'il fallait pouvoir tout dire. Donc, il voulait son dictionnaire universel. L'Académie n'était pas capable de fournir, donc il a publié un extrait de son dictionnaire en 1684. Le problème, c'est que les ressemblances avec les dictionnaires de l'Académie étaient ce qu'on appelle actuellement de nos jours le plagiat. Et l'Académie a peu apprécié. Plagiat, c'est un peu particulier parce que quand même, il a travaillé dans le dictionnaire. Mais les ressemblances voulaient dire qu'il était viré de l'Académie française, mais il était protégé par quelqu'un qui avait un peu d'importance à l'époque en France, c'est-à-dire le roi. Donc, exclu,
mais toujours avec des possibilités. Mais impossibilité de publier le dictionnaire en France, ce qui explique que le dictionnaire est finalement publié en 1690 aux Pays-Bas, 2 ans après sa mort. Donc, on a peu de correspondance sur comment il a travaillé. C'est un dictionnaire dans un seul volume. Dictionnaire monumental, donc le dictionnaire est repris par quelqu'un qui est basé lui aussi aux Pays-Bas, Henri Basnage de Beauval, qui sort l'édition que vous avez là en 3 volumes. Chaque volume, ça c'est recto verso, est assez conséquent, donc nettement plus important, révisé, etc. Augmenté, enrichi. Basnage de Beauval est un très grand aristocrate et protestant. D'où sa présence aux Pays-Bas et d'où le fait qu'il va corriger quelques définitions dans Furetière dès qu'on touche la langue de l'Église. C'est très neutre. Mais ça explique pourquoi il y a une suite. La suite, c'est on entre dans un monde de concurrence. Le 18e et vraiment beaucoup de dictionnaires. Donc la suite, c'est le dictionnaire de Richelieu qui est renouvelé, qui a beaucoup plagié le dictionnaire de Basnage de Beauval, le dictionnaire de Trévoux qui est publié par les jésuites pour contredire tout ce qui était protestant dans le dictionnaire de l'autre. Donc on commence une guerre des dictionnaires qui, il y a quelque chose d'assez costaud. Oui, on a des preuves que même dans l'encyclopédie, qui est donc dans un tout autre esprit, celui des philosophes, on va trouver des définitions qui sont reprises au dictionnaire de Trévoux, qui est le dictionnaire des jésuites, donc du concurrent et de l'Église. Voilà, donc il y a toujours une sorte de fil comme cela, conducteur des copies dans les définitions. Donc, bon, ça c'est les dictionnaires qui existent. Nous avons la chance en France d'avoir une bibliothèque nationale qui est absolument fantastique, qui a un regard vers le futur du fait qu'ils ont numérisé énormément de collections. Donc, on a cette possibilité d'aller sur le site de Gallica, qui est le site de la BNF, et de télécharger les dictionnaires. C'est exactement ce que j'ai fait là. Je télécharge le PDF, on le fait imprimer, les dictionnaires de Richelieu. Mais il y a même des versions électroniques. Il y a une version d'un premier dictionnaire qui existe chez Classique Garnier. Quel est le problème? Classique Garnier, il faut être à l'université pour y accéder. Premier problème. Deuxième problème, c'est que si vous voulez faire une analyse qu'ils n'ont pas programmée eux, vous ne pouvez pas le faire puisque vous ne pouvez pas accéder aux données. C'est une version extrêmement pauvre, donc c'est une version numérique où vous pouvez consulter, si vous êtes à l'université, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre. Donc, l'objectif, c'est de voir ce qu'on peut faire d'autre, puisqu'on a d'autres besoins. Donc là, je vais entrer un petit peu rapidement dans le dictionnaire, avec l'édition de 1690 de Furetière, avec le mot accent. Bon, vous avez la définition. Je n'ai pas mis tous les caractères de l'époque, on va en parler par la suite, j'ai laissé l'orthographe de l'époque. Et on voit bien, il y a des choses intéressantes, c'est un dictionnaire, c'est assez court sur cette partie sur l'accent, et il est assez intéressant culturellement de voir que, de Paris, le gros problème, c'est de comprendre les Gascons et les Normands. Donc, on peut dire on crache sur qui a l'accent un peu bizarre. Quand on regarde Basnage a ajouté quelque chose qui est assez important lexicographiquement, de dire que l'accent, c'était véritablement une inflexion de voix. Ça, c'est un ajout de lui. Puis, il ajoute beaucoup de citations. 2 choses là. Il cite Mademoiselle de Scudéry, qui était très lue à l'époque, mais on peut lire quelque chose d'autre. C'est-à-dire que Abbé Furetière est sorti de, on peut dire, nulle part. Basnage de Beauval, c'est une très grande famille aristocratique. Donc, dans mon analyse, je commence à trouver des pics où il corrige Furetière en disant vous êtes un petit peu plus.
Nous n'avons pas les mêmes valeurs. J'ai trouvé ça dans une définition sur le mot champ, sur Fertière qui avait parlé de maison des champs. Nous, monsieur, nous disons maison de campagne. Les deux avaient raison, c'est simplement que le mot a changé, puisque à l'époque de Fertière, 1640, on disait plutôt maison des champs. Mais c'est aussi, je trouve, des pics. Ça, c'est très intéressant à étudier. Deuxième chose qu'on trouve, c'est pourquoi pas accéder aux sources. Donc, toujours sur Gallica, on peut accéder aux ouvrages de Mlle Scuderi, qui sont toujours un petit peu lus à l'école. Donc, on peut y accéder. On accède à quelque chose comme ça. Puis, on peut accéder, quand on tape sur Internet, on peut retrouver même le texte. Sur les plus grandes plagiaires du monde, Google. Le problème, c'est que vous avez ça, mais qu'est-ce que vous allez faire de plus? Vous avez une image. Vous ne pouvez pas l'analyser, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est pour ça qu'on veut aller plus loin. Ce que j'utilise moi, il y a deux possibilités. Le plus simple, c'est de prendre des bouquins et des stabilos. Bizarrement, la BNF n'aime pas tellement qu'on utilise des stabilos sur leurs livres. Et même moi je déteste écrire sur les livres. C'est très intéressant de voir les deux. Johanna écrit sur ses bouquins. Moi, quasiment jamais. Donc, moi, j'utilise un stabilo électronique. C'est un outil électronique qui coûte très cher et ça me donne la possibilité de voyager dans le dictionnaire, de regrouper les différents sens. Là, j'analyse les différentes versions du dictionnaire. Je peux analyser chaque clic. Je peux aller dans le document. Donc, on voyage. Mais je ne peux pas partager avec d'autres personnes. C'est ça mon problème. Je ne peux pas partager et je ne peux pas analyser puisque derrière, c'est toujours ça. Donc, on essaie d'aller plus loin. Ça, on va voir. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, petite pause pour présenter le projet Louis de Boissy. Je suis arrivée, si vous voulez, au même besoin que mon collègue, mais j'ai pris un autre chemin. Moi, je suis, comme il l'a dit, littéraire. J'étudie des auteurs du XVIIIe siècle, souvent des auteurs oubliés, comme Louis de Boissy. Qui était Louis de Boissy? Un dramaturge qui a écrit principalement pour la Comédie Française, mais qui a écrit également pour le théâtre italien ou pour le théâtre de la Foire. Si je vous dis cela, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est comme si je disais à propos d'un journaliste d'aujourd'hui qu'il écrit à la fois pour Le Figaro et pour Libération. Puisque à l'époque, la Comédie Française et les théâtres de la Foire étaient dans une véritable guerre des théâtres. Donc, quelqu'un qui s'adapte aussi bien à l'un qu'à l'autre, c'est déjà une personnalité assez intéressante. Et pourquoi je m'intéresse à Louis de Boissy? Puisque c'est un sujet d'étude pour les gens qui s'intéressent au théâtre du XVIIIe siècle. On essaie de trouver quelle est la caractéristique de ce théâtre. Or, il y a un groupe d'auteurs qui sont intermédiaires, qui ne sont pas caractérisés par un génie particulier, comme on va dire Marivaux ou Beaumarchais. Donc, on essaie de trouver ceux qui sont les plus représentatifs du goût du XVIIIe siècle. Et il se trouve que Louis de Boissy est représentatif de ce goût du XVIIIe siècle. Donc je m'intéresse à lui principalement en tant que dramaturge. Mais chemin faisant, j'ai découvert aussi qu'il était journaliste. Il est arrivé, comme vous voyez les dates, il est devenu journaliste sur le tard et dans une situation totalement désespérée, puisque c'est un de ces enfants du pays, il est d'Auvergne, qui monte à Paris, il a du goût pour les lettres, il a une belle plume, et il pense pouvoir devenir auteur. Mais en arrivant à Paris, il subit le lot commun des auteurs, qui est celui de devenir un pauvre diable. D'ailleurs, il est extrêmement fier. Et lui aussi, il fait partie d'une famille aristocratique, pas d'aussi haut vol que celle de Basnage de Beauval, mais il a ses valeurs. Il a le malheur de se marier par amour, donc il n'a pas de fortune grâce à sa femme, et on sait qu'à un moment donné, il meurt littéralement de faim avec sa femme. Mais plutôt que de dire qu'il meurt de faim, il ferme la porte de sa maison, il décide de mourir sur place. C'est grâce à leurs amis qui sont vraiment secourus in extremis et qu'on leur trouve des moyens de vivre. Ces moyens de vivre étant, entre autres, donc en 1750, on lui donne le privilège de la Gazette de France. Donc le roi lui dit, tu as le droit d'éditer la Gazette de France. Ça ne lui plaît pas beaucoup, donc il l'abandonne en 1751 et, pour utiliser un terme moderne, il touche le jackpot en 1755 puisqu'il devient l'éditeur du Mercure de France, le journal le plus lu au XVIIIe siècle. Et là, sur le tard, donc, il
a enfin les moyens d'assurer la subsistance de sa famille, mais c'est déjà, disons, trop tard pour le génie créateur. Il est à la fin de sa carrière. N'empêche que toute sa vie, donc, il a réussi à entretenir sa famille de sa plume. Et c'est en cela aussi qu'il est intéressant. Alors, on sait également qu'il fut poète. C'est la partie la moins appréciée de son œuvre parce que cette poésie est souvent satirique. Donc, c'est ce que j'ai mis ensuite. Il est satiriste. Il a eu besoin d'argent, comme je l'ai dit. La meilleure façon de faire de l'argent, c'est de dire du mal de ses collègues. Des autres gens de lettres, et c'est ce qu'il fait dans sa satire. Il se repent après, enfin on le lui reproche, il se repent, mais ça lui vaut plein de désagréments. Et juste pour vous dire à quel point, malgré tout, il est reconnu au XVIIIe siècle, en 1754, il est également reçu à l'Académie française, donc c'est quand même pas tout à fait n'importe qui. Alors, j'ai mis comme en tête pourquoi une édition électronique. À vrai dire, au début, j'avais l'intention tout simplement de faire une édition de son œuvre, puisqu'il n'a pas été réédité pas intégralement, il n'a pas été vraiment réédité depuis le XVIIIe siècle. Comme mon collègue l'a dit, il y a un certain nombre de ces pièces qui sont éditées au XIXe siècle. Et je trouvais intéressant de mettre à la disposition des chercheurs principalement, mais aussi du public français, où on est dans une dimension de patrimoine, de sauvegarde du patrimoine, une œuvre donc, qui serait établie selon les normes philologiques. Normes philologiques, ça veut dire que je vais vous fournir non pas cela qui est le texte d'une édition relativement tardive, mais un texte dans lequel vous allez trouver toutes les variantes des différentes éditions qui se sont succédées de son œuvre, et avec des commentaires sur ces variantes pour dire si on pense qu'elles sont faites par Boissy lui-même ou s'il y a eu des corrections qui sont faites par ses éditeurs ou pour quelles raisons y a-t-il de ces corrections. Pour ceux d'entre vous qui le savent, on parle toujours du Cide de Corneille, de Pierre Corneille, mais en fait il n'y a pas un Cide, il y a deux Cides, puisque à la première publication de la pièce, à la première représentation de la pièce, Corneille se permet un certain nombre de libertés qui d'ailleurs sont extrêmement critiquées. Et puis quand il prend de l'âge, quand il devient lui-même un membre éminent de l'Académie française, il se repent de ses erreurs de jeunesse et il va corriger le Cide en fonction des normes de l'Académie française. Donc c'est le premier travail d'un éditeur scientifique, c'est de montrer comment le texte a varié dans le temps et d'expliquer ces variations. Alors, le deuxième travail, évidemment, de l'éditeur scientifique, c'est d'expliquer les mots qui sont dans le texte. Comme je dis à mes étudiants, il y a plein de mots qu'on utilise de nos jours. Si je dis talent, je suppose que la première chose qui vous viendra à l'esprit, c'est la capacité de faire quelque chose, la capacité exceptionnelle de faire quelque chose. Dans beaucoup de textes du XVIIIe siècle, le talent, ça désigne une pièce de monnaie, un certain type de pièce de monnaie. Donc, ce n'est pas parce que les mots ne changent pas de forme qu'ils ne changent pas de sens. Et parfois, on lit en passant comprendre, et en réalité, on ne comprend pas. Donc, ça fait partie du travail de l'éditeur scientifique de corriger tout cela. Il y a beaucoup d'autres choses, évidemment, il faut commenter les œuvres, etc. Donc, tout cela, c'est ce que je me proposais de faire, en voyant que les éditions qui sont en ligne sont incomplètes, sont disparates, sont difficilement utilisables, puisque comme mon collègue l'a montré, c'est souvent des PDF dans lesquels on ne peut pas entrer, on ne peut pas faire des analyses, et même pour la lecture, ce n'est pas extrêmement facile. Alors, pour votre information, donc sur Gallica, vous trouvez 13 pièces, ce sont des PDF des éditions d'origine, il y a aussi quelques éditions intermédiaires, donc des années 50-60, et puis des éditions du 19e siècle, donc il y a de tout. Il y a de tout, et si je peux dire du n'importe quoi. Sur Google Books, ils ont numérisé l'édition du Chêne, qui est un 8 volumes, qui est publié dans les années 1762 et suivantes. Mais pareil, ce sont des PDF, et on l'a montré tout à l'heure, ce sont vraiment des PDF, vous ne pouvez même pas d'une certaine manière faire des captures d'écran, enfin plein de choses. Et il y a un site qui est assez intéressant qui s'appelle Théâtre Classique, qui travaille selon un certain nombre de normes, mais ils sont plutôt centrés sur la période de 1620-1720, donc Boissy est trop tard pour eux, il n'y a rien. Il n'y a rien de Boissy. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles j'avais décidé de travailler sur Boissy. Entre-temps, il y a quelques années, j'ai connu mon collègue, on a commencé à discuter, et j'ai compris que je pouvais utiliser la TEI, on va revenir là-dessus, c'est un sigle,
pour fournir un corpus, en fait, à la fois aux chercheurs en lettres, mais aussi en histoire de la langue, en linguistique, en histoire des techniques, puisque grâce à la TEI, je peux non seulement faire une édition, mais donner un certain nombre d'informations à ceux qui s'intéressent à l'histoire des techniques. Et ceux qui s'intéressent à l'histoire des techniques vont, par exemple, regarder non pas le texte, mais le matériel typographique qui est utilisé par ce texte. Et la TEI permet d'encoder, je vais revenir sur, on va utiliser beaucoup ce terme, d'encoder ce texte de manière à pouvoir utiliser ces informations sur le matériel typographique. Ne serait-ce que la chose tout à fait basique, combien de lignes il y a par page ? Puisque c'est ce qui vous montre comment les techniques d'imprimerie et surtout de fabrication du papier ont progressé. Parce qu'au début, les premiers incunables, si jamais vous avez vu, c'est tout petit. Pourquoi ? Parce que le papier est cher. Et le fait que vous avez beaucoup de blancs typographiques sur une page, ça vous montre simplement que le papier devient moins cher et que la lecture se démocratise. Donc vous avez tout un tas de statistiques que vous pouvez faire derrière et qui sont extrêmement utiles aux historiens. Voilà. Alors, ce qui m'intéressait également, c'était l'idée que ça soit, il y a encore l'anglicisme open source, c'est-à-dire ouvert, ce n'est pas propriété d'un éditeur, ça peut être consulté par n'importe qui. Je suis fonctionnaire, je suis payé de l'argent public, il me semble normal que le travail que je fais puisse être consulté par le public, du moment que c'est à partir des impôts publics que je suis payée. Et ce qui me paraissait important, c'est donc cette possibilité d'encodage profond par couche sur laquelle on va revenir et qui permet de faire toutes sortes de recherches dans le texte. Et ces recherches, je les voyais puisque j'aimerais bien expérimenter un certain nombre d'outils d'analyse quantitative et qualitative pour les études littéraires. Et pour cela, j'ai besoin de transformer le texte en base de données et de construire des corpus à taille variable. Et je vous avoue qu'en tant que littéraire, pour moi, ça a été une révolution mentale, puisque je suis une littéraire, je lis les textes. La première chose que je fais, c'est que je les lis. Et il a fallu que j'apprenne à les voir autrement. Et on va essayer de vous montrer comment on les a vus autrement. Bon, pour vous donner une idée des contours de l'œuvre, donc du travail que nous sommes en train de réaliser, Louis de Boissy a écrit 36 pièces qui sont habituellement recueillies dans les différentes éditions collectives qui ont été publiées post-mortem. On sait également qu'il y en a 12 autres qui sont restés en manuscrit, mais qui ont été joués au XVIIIe siècle. Il y en a d'autres aussi qui sont juste mentionnés par la base de données qui s'appelle César et qui est un calendrier électronique des spectacles de l'Ancien Régime. Alors, on n'a pas trouvé les manuscrits là pour quelques-unes de ces pièces, mais apparemment, elles auraient été jouées. On sait également qu'il a été responsable de plusieurs numéros de journal, soit de la Gazette de France, soit du Mercure de France. Mais là-dedans, la question, c'est qu'est-ce qui est de Boissy ? Il n'écrivait pas tout seul ces numéros, il avait des contributions de la part de ses lecteurs. Et on sait qu'il y a également un volume indéterminé de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle, avec un joli terme, les pièces fugitives, donc de ces textes, de ces petits textes, des poésies, des bouquets, des madrigaux pour les dames qui circulaient, et évidemment des textes satiriques qu'on n'avouait pas toujours. Alors, d'où est-ce qu'on part ? Ben voilà le point de départ, donc je vous ai montré le livre. Donc là, vous avez la première page de sa pièce la plus célèbre, Le Français à Londres, une comédie. Voilà le lettrage, voilà le point d'où on part. Et ce que j'aurais fait d'habitude, je me serais tout simplement contentée de ressaisir le texte. C'est toujours ce que je fais, je ressaisis le texte, mais comme on l'a dit en préambule, ou peut-être on ne l'a pas dit, mais on vous le dit maintenant, j'ai découvert que éditer Boissy peut être une histoire de pizza à Rome. Et là-dessus, je laisse mon collègue expliquer pourquoi on crée une pizza romaine. Apprécie la Byzance. Littéralement. J'explique pourquoi. En fait, le Text Encoding Initiative, c'est TEI. C'est une mouvance internationale qui s'est créée dans les années 80, qui a regroupé d'abord les universitaires aux États-Unis, à Michigan principalement, et puis à Oxford, pour essayer de coder les textes existants de manière numérique. Donc pour faire ça, il faut des normes. Mais le problème, c'est que les normes veulent dire que vous êtes en train de déformer l'ouvrage, puisque vous imposez un format qui n'a rien à voir avec le format d'origine. Donc,
quand on crée des pièces modernes, il n'y a pas de problème, on les met directement en numérique. Moi, mon problème, c'est de décrire exactement ce que je trouve là-dedans. C'est encore plus compliqué avec Furtière, puisque je dois respecter ses choix à lui. Bon, ça, c'est nous. Mais si vous travaillez sur le japonais, sur l'arabe, puisque il y a tellement de textes écrits de par le monde. Donc, l'idée du Text Encoding Initiative, c'est de dire que nous travaillons pour analyser l'existant, pour pouvoir décrire l'existant et de pouvoir ajouter les possibilités auxquelles on n'a pas pensé au début. Mais, quand même, si quelque chose est écrit, il y a une base de choses qu'on va trouver partout. D'abord, c'est un texte. Dans le texte, on va trouver des lignes, des paragraphes, des choses comme ça. Donc ça, c'est la trame de base. La trame de base, la pâte de la pizza. Bon, les discussions ont eu lieu à une ville italienne qui s'appelle Chicago. Al Capone, etc. Il y avait beaucoup d'Italiens là. Donc, à Chicago, on dit que toutes les pizzas sont pareilles. Vous avez la base et à vous de décider ce que vous allez mettre. Un peu de tomate, un peu de mozzarella, un peu de. Donc, en fin de compte, c'est exactement ce que nous allons faire. Nous créons la pâte de base qui couvre la plupart des possibilités dans les textes qu'on va trouver. Et puis, selon votre problème, nous ajoutons des couches. C'est-à-dire que, quand je travaille sur les dictionnaires, c'était une couche dictionnarique. Dans un dictionnaire, nous n'avons pas de paragraphe. Ça n'existe pas. Par contre, on a des citations en vers. Donc, il faut mettre un peu de poésie. Donc, je vais piquer le format poésie. Donc, on crée plusieurs blocs, format poésie, format théâtre, format dictionnaire. Et puis, selon nos projets, on va choisir les couches que nous allons mettre. Donc, finalement, vous avez un pizza. C'est-à-dire que votre base, un peu de sauce tomate et un peu de poésie. Un peu de parmesan ou de jambon, mais il faut quand même des citations dictionnariques. Donc, c'est ça les niveaux de couches. L'idée, c'était parce qu'ils étaient dans une pizzeria quand ils ont eu cette idée-là. Donc, maintenant, en fait, ça peut sembler facile, mais c'est drôlement compliqué informatiquement de gérer toute cette masse de données. Le HTML, ce qui gère le web, est très facile. Très facile. Ça peut sembler compliqué, mais c'est très facile. Parce qu'on impose la structure. Ici, on ne peut pas imposer la structure, il faut respecter l'existant. Donc, on crée des systèmes. Le premier système qu'on a créé pour créer des systèmes sur mesure s'appelait Pizza. Puis, on est évolué, on a quitté Chicago, on est allé à Rome avec le système actuel. Et on est en train de faire évoluer le système puisque les techniques changent, les besoins changent, et le prochain système va être Byzance. On est dans les sciences humaines quand même, donc il faut respecter les bases des sciences humaines, c'est-à-dire la pizza, la bière, le vin et les grandes villes. Donc ça, c'est comment on crée par couche. L'autre chose par couche, c'est en fait, nous créons ce qu'on appelle un schéma, c'est le modèle de notre ouvrage. On prend un ouvrage et on analyse. C'est comme avec un tableau. Il faut l'analyser, on peut pas il faut le décrire, il faut le découper pour voir exactement à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est on crée notre schéma. Ici, on crée donc avec les schémas qui couvrent les problématiques du théâtre, les problématiques en vers et en prose, mais aussi les problématiques des analyses critiques. Puisque je veux coder dans le même document tous les variants. De pouvoir cliquer et de dire, ça, c'est la version de cette époque-là. Tac, c'est ça la différence. De pouvoir cliquer pour aller vers les notes. Donc tout ça pour avoir accessible à tout moment. Donc, on note la structure. Ça, c'est le premier travail. C'est le travail que je fais avec ce dictionnaire actuellement. C'est avec les 3 volumes et les 6
bloc que j'ai là, d'analyser la structure pour pouvoir modéliser avant de partir. Puis, on va noter toutes les variations d'orthographe, puisque quelque chose que je dois expliquer très souvent à mes étudiants, j'explique pourquoi les étudiants me demandent, c'est le mot OFI n'est pas très connu en France. A-U-2-F-I. Ici. OFI. Je vois un F, j'écris un F. Je dis non, c'est un S long. C'est pas un F. Donc, mais les étudiants insistent pendant le moment. Il faut leur expliquer que ce n'est pas un F. C'est un autre caractère. Donc, mais comment faire pour coder, pour avoir le caractère, puisque je peux bêtement mettre les S. Les S, c'est nécessaire pour quelqu'un de moderne de lire facilement. Mais, pour voir l'évolution de l'imprimerie, pour l'évolution de la langue, on a besoin de coder l'existant. Donc, c'est exactement ce codage, ce qu'on appelle Unicode, avec le ampersand et tout le reste. C'est un codage qui nous permet de reproduire à l'écran soit le caractère de l'époque, soit les caractères qu'on utilise maintenant. Ça, pour moi, c'est la base, première couche. En fait, il faut le dire que nous gérons tous les deux le master des métiers du livre et des unités numériques qui sont spécialisés dans l'édition et avec beaucoup de numérique. Et nos étudiants travaillent là-dessus. Les étudiants, je ne sais pas ce que vous allez dire, ils partent à partir du texte manuscrit aussi. Oui, ils peuvent aussi faire le même travail sur les manuscrits. Parce qu'il n'y a rien de mieux d'être dedans pour taper soi-même, de comprendre les difficultés. Couper-coller, c'est très facile. Entrer dedans, c'est de comprendre les difficultés. Donc, ça, c'est la première couche de travail. Après, on utilise des feuilles de style, qui veut dire que tout ce qui est codé, je vais vous montrer quelque chose qui est épouvantable de coder. À l'écran, vous allez voir que le texte. Donc, là, c'est le quotidien où on commence à coder le file structure, c'est-à-dire que je mets toutes les informations bibliographiques. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait ça pour tous les ouvrages, avec une recherche bête et simple, vous n'allez pas voir ce que vous allez entrer, mais une recherche bête et simple, vous pouvez trouver dans toutes les bibliothèques du monde. Le Vatican est en train de numériser tous leurs textes, ils sont pas mal. Tous les textes du monde, on trouve les textes, l'origine, etc., pour pouvoir faire des recherches bibliographiques de manière quasi automatique. Ça, c'est la première étape qu'on va faire. Et on va coder les différentes éditions qu'on est en train de faire. Après, nous entrons dans le détail. C'est-à-dire que c'est une pièce, donc il est évident que là, vous avez la version simple. C'est la version simple parce que j'ai simplement marqué chaque personnage est codé pour dire que stage veut dire c'est les didascalies qui vous montrent ce qui est en train de se passer sur scène, qui est sur scène, puis qui parle, le marquis. Les lettrines, ça on va pouvoir coder les lettrines. Le texte est ligne par ligne. Très important ici, je mets les deux orthographes, l'autographe de l'époque et l'autographe moderne. Puisque je veux deux éditions en même temps. Vous allez voir ça tout à l'heure. Puis, tout est codé. Ça, je vous dis, c'est la version simple. Parce que dans la version compliquée, nous allons ajouter ici, on a commencé à faire, numériser toutes les lignes. On numérise les pages pour pouvoir accéder directement à la ligne, le page d'origine. Et d'ajouter d'autres informations pour pouvoir dire, je veux savoir ce que dit le baron. Est-ce que le baron existe dans toutes les pièces de Boissy? Est-ce qu'il y a un baron, quelque chose qui ressemble? Ça, on va pouvoir coder par ce système-là. Est-ce que vous avez besoin de le voir? Non, c'est mon quotidien. C'est le quotidien de nos étudiants parce que c'est comme ça qu'on crée des éditions numériques. Ce que vous allez voir sur notre site web, parce qu'on a quelques pièces qui sont déjà disponibles dans une version simple pour le moment, deux versions, la version XML qui est en fait c'est la version codée, mais avec un système pour que vous puissiez voir les textes,
et puis, comme tout le monde a l'habitude de voir en HTML, les versions HTML. Je dis c'est une version de base puisque nous n'avons pas ajouté tous les systèmes critiques pour le moment. C'est un travail assez considérable. Donc, vous tapez sur le foncier à Londres et vous avez cette présentation de la pièce avec en haut de l'écran la possibilité de cliquer. Vous voulez les deux à la fois ou vous voulez la version originale ou la version corrigée. Vous cliquez original, vous avez l'orthographe de l'époque de Boissy. C'est difficile à lire, donc vous cliquez sur corriger, vous avez la version moderne. Mais pour les spécialistes de la langue, derrière, il y a toujours l'orthographe d'époque. On peut suivre l'évolution de la langue pour voir à quel moment on commence à changer l'orthographe de certains mots, quels sont les changements de grammaire. Bon, beaucoup trop simple. Ben, après tout, c'est une base de données que je crée. Donc, moi, je vais utiliser les systèmes d'analyse où je peux aller dans la partie informatisée des textes pour dire que je cherche ça. Je veux savoir quels sont les mots qu'il a employés en anglais. Clique, je trouve tous les mots codés en anglais. Quels sont les mots en latin? Je trouve. Est-ce que c'est qui parle? Je trouve. Donc, en fait, c'est de coder toutes les informations, de pouvoir y accéder de manière rapide, de voir les variations d'orthographe, le choix des dates, etc. Ça, c'est derrière. Vous n'avez pas besoin de savoir, mais c'est très important parce que c'est le don. Ça, c'est la valeur ajoutée du numérique. C'est encore moi ou c'est toi? Non, c'est toi. Ah, voilà. Alors, pourquoi faire tout ce travail? Donc apprendre la TUI, l'XML, le BASIC, c'est quoi? Bon, d'abord parce que ça répond à la question qu'a posée mon collègue, comment on peut relier de manière beaucoup plus facile les textes aux sources sans passer par ce stabilo électronique qui a ses limites. Après, moi j'ai un certain nombre de problème en tant que littéraire. Pour étudier l'histoire du théâtre français, on a besoin de voir un certain nombre d'évolutions. On dit par exemple que du XVIIe au XVIIIe siècle, le théâtre change d'accent et qu'on a beaucoup moins de personnages d'autorité et qu'on va voir plutôt des personnages de jeunes qui vont intervenir dans les pièces du XVIIIe siècle. Mais est-ce que c'est vrai ? Pour l'instant, on le dit parce que ceux qui le disent ont lu un certain nombre de pièces et ils font état de leur lecture. Mais personne ne peut mettre en avant des statistiques, voir comment ces personnages-là évoluent. Mais pour pouvoir voir comment ces personnages-là évoluent, on a besoin des textes électroniques pour pouvoir les étudier d'un seul coup de manière analytique. Parce que, juste pour information, il y a 10 000 pièces de théâtre qui sont écrites au XVIIIe siècle. On ne peut pas lire 10 000 pièces de théâtre, on ne peut surtout pas retenir l'information qu'il y a dans 10 000 pièces de théâtre. Par contre, avec les possibilités de l'électronique, on peut tout à fait imaginer qu'un jour, on va avoir tout ce corpus disponible et qu'on va pouvoir demander à l'ordinateur d'aller chercher des choses que le cerveau humain ne peut pas aller chercher, même si le cerveau humain, encore une fois, ne sera jamais oublié. Donc j'ai besoin de pouvoir coder les personnages en fonction de leur rôle, de dire celui-ci c'est un maître, celui-ci c'est un valet, celui-ci c'est un jeune premier, ou bien celle-là c'est une vieille prétendante ridicule. Si c'est un valet, est-ce que c'est un valet fourbe ou un valet fidèle? Vous avez entendu parler d'Arlequin. Pour la comédie italienne, Arlequin c'est le valet sot. Le valet qui n'est bon à rien. Celui qui est intelligent, c'est Brighella. Donc, est-ce que je peux coder cela autrement que par ma connaissance? Je sais, quand je suis un spécialiste, que plutôt Brighella va trouver les solutions au problème et non pas Arlequin, à la différence de ce que s'attend le public français. Alors, est-ce qu'on peut coder les scènes types? Là aussi, c'est important. Est-ce qu'une scène de confidence, une scène de reconnaissance, les stichomities, tout ce genre de choses? Est-ce qu'on peut caractériser les scènes en fonction de leur rôle dramaturgique? On dit toujours de nouveau qu'au long du XVIIIe siècle, l'exposition a tendance à s'allonger. D'accord, mais qui peut le démontrer? À part, on peut analyser une pièce et dire l'exposition de cette pièce, au lieu de se faire dans la première scène, se fait tout au long du premier acte. Mais est-ce que c'est vrai pour toutes les pièces du XVIIIe siècle? Est-ce que ce que j'affirme par extrapolation à partir de la lecture de 1 ou de 3 cas est valable pour la littérature du XVIIIe siècle en général? Est-ce que, comme on le dit, le théâtre se raffine, donc il y a moins de scènes de bastonnade?
Donc, tout ce genre de choses, sans un appui statistique, on ne peut pas vraiment les affirmer, alors qu'on le fait actuellement, comme je l'ai dit, par extrapolation. Autre chose, surtout un vieil serpent de mer pour les littéraires, peut-on identifier les topoi. La littérature classique est une littérature de réemploi et de réusage. L'originalité devient une valeur au XIXe siècle avec les romantiques. Avant le XIXe siècle, toute la littérature, depuis la littérature latine, aucun auteur ne songe à être original. On songe à retransmettre un même fond de pensée, d'idées, de vision du monde qui soude en fait les communautés. C'est l'héritage culturel. Et l'art de l'auteur, c'est de réutiliser cet héritage culturel dans des formes, il est vrai, nouvelles, mais qu'on ne dira surtout pas original. L'originalité est mauvaise. Un original, ce n'est pas quelqu'un que vous voulez fréquenter. Donc, on va trouver des fils, un topoi, c'est une espèce de condensé de signification, une suite de lignes, une suite de phrases, une suite d'images, un type de personnage. Et pour nous, c'est très important de savoir où ces personnages-là apparaissent. Alors, pour pouvoir les identifier, la première chose, c'est de pouvoir instruire l'ordinateur à les reconnaître. En tant qu'être humain, je les reconnais. Mais est-ce que je peux enseigner à l'ordinateur de les reconnaître? Et on a pris un cas d'école, le cas du petit maître. Ça, c'est un topoi, un topos au singulier. Le petit maître. Alors, qu'est-ce qu'un petit maître? On vous a donné la définition que donne Furtière dans le dictionnaire universel. C'est un nom qu'on a donné aux jeunes seigneurs de la cour. On prétend qu'il commença à être en usage dès le temps que le duc de Mazarin, fils du maréchal d'Améret, fut reçu en survivance de la charge de grand maître de l'artillerie. Donc lui, il était le grand maître et ses amis étaient les petits maîtres. On donna ce nom de petit maître aux gens de qualité qui étaient de même âge que lui. Ensuite, il a passé sans distinction à tous ceux qui prennent l'air et les manières des gens de qualité, qui se mettent au-dessus des autres, qui décident de tout souverainement, qui se prétendent les arbitres du bon goût et de la politesse pour régler la destinée des pièces de théâtre, donner le prix à tous et faire la loi aux autres. Donc, en général, un petit maître, c'est un personnage assez insupportable, un jeune homme infatué qui pense mieux que tout le monde et qui suit la mode. Est-ce qu'on peut identifier ces petits maîtres? Il y en a plein dans la littérature, il y en a plein dans le théâtre. Il y a toute une querelle à quel moment ils apparaissent vraiment au théâtre. Et qu'est-ce qu'ils représentent? Puisque l'idée courante, l'idée commune, c'est qu'ils représenteraient une évolution de la société. Mais ceci est discutable. Alors, c'est un personnage qui est peu et mal visible. Je me suis exercée, à partir des textes qui existent déjà sur Internet, à chercher petit maître. Et par exemple, dans la pièce du Français à Londres, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est assez curieux parce que le marquis de Paulainville, qui est le personnage principal de cette pièce, est un petit maître, mais n'est jamais désigné en tant que petit maître dans toute la pièce. Mais c'est indubitable, c'est un petit maître, il a toutes les caractéristiques. Il est fin, il est prétentieux, il pense savoir mieux que tout le monde, etc. Par contre, le syntagme apparaît pour un anglais qui s'appelle Milord Housay, à proximité du nom de Milord Housay, mais Milord Housay n'est pas un petit maître. Il voudrait bien le devenir, mais il a trop de bon sens anglais. Et toute la pièce joue là-dessus. L'infatuation française qui se croient meilleurs que tout le monde, et les Anglais qui sont trop balourds pour vraiment saisir la finesse, la fatuité française. Donc, si je tape tout simplement petit maître, je ne vais pas trouver les personnages qui le sont. Comment je fais pour les retrouver? Eh bien, donc la question c'est, est-ce que je peux rendre les petits maîtres visibles dans un texte? Eh bien, c'est là-dessus qu'on est en train d'utiliser le XML, la TEI et tout ce que nous a montré mon collègue. Notre idée, c'est d'analyser les mots-clés du discours des personnages qui sont petits maîtres. Il se trouve que je sais, j'ai un stock de petits maîtres du fait que j'ai lu plein de littérature du XVIIIe siècle. Donc, je peux désigner un tel et un tel et un tel. Donc, on va analyser leur discours, on va les coder avec des choses que mon collègue vous a montrées, en utilisant d'abord un CAGDAS et ensuite on va analyser le lexique avec un autre outil qui s'appelle Sketch Engine et on va confronter les deux analyses. C'est le stabilo. Le stabilo électronique, voilà, Atlas TI. Et après, on va analyser les deux choses et on va essayer de trouver quels sont les termes qu'il faut coder pour qu'ensuite je puisse retrouver petit maître. Mais certainement, je ne vais pas faire tout simplement une recherche sur les caractères. Alors, franchement, ce qu'on fait, et on arrive pas loin de la conclusion, on aime bien y penser comme d'un work in progress, voilà, mais il est tout à fait possible que ce soit une sorte de quête du Saint Graal et qu'on va dévisser au moment même où mettre la main sur la coupe, tout comme il arrive à Indiana Jones. Et donc, nos conclusions.
qu'on ne peut pas faire tout seul. En fait, on a déjà une certaine reconnaissance puisque le projet Boissy, qui était le premier projet, a été reconnu nationalement. Nous sommes labellisés par un système national pour les gens qui travaillent en humanité numérique. Fertière, on a une certaine reconnaissance puisque j'appartiens à... Bon, il y en a aussi, mais c'est moi qui est allé à Vienne l'autre jour pour un réseau européen où on essaie de regrouper toute la richesse de l'Europe, parce que la richesse de l'Europe est énorme. Donc, on a des gens de plusieurs pays qui travaillent sur les éditions numériques pour voir comment on peut mettre toutes ces informations-là disponibles. Et en fait, la solution pour Fertière, c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire on cherche les gens pour taper. Des volontaires. Puisque, en fait, c'est absolument fascinant. Quand on travaille dedans, j'ai passé l'après-midi avec les étudiants là-dedans, les complications, mais la richesse, ce qu'on va apprendre là-dedans, c'est absolument phénoménal. Donc, on a besoin des gens qui tapent. Avec nos amis de Grenoble, nous sommes en train de créer un système où vous n'avez même pas besoin d'apprendre tout le codage qui est derrière. Mais on a effectivement plus de 1000 pages de Fertière à taper. Donc, si elle est volontaire, c'est fascinant. Ce n'est pas aussi technique que ça peut sembler, mais on travaille pour le futur. Heureusement, il y a quelqu'un qui a réussi à faire sortir des ouvrages de Mossoul avant que les barbares les détruisent, qu'il y avait des gens qui ont réussi à prendre des ouvrages de Timbuktu avant que ça soit détruit, puisque c'est pas simplement des hommes qu'on tue, c'est la mémoire des hommes, et ça c'est encore pire. Ça c'est toutes les bases de nos cultures. Donc même pour un humble numératicien comme moi, je suis navré, mais on travaille pour rendre tout ce qu'on a de disponible. Et je trouve que vive le papier, j'adore le papier, mais le numérique nous donne les possibilités d'aller bien au-delà et de faire en sorte que même si on perd le papier, on va pouvoir partager et le savoir sera toujours là. Avec ça, on vous remercie. Vous avez le site pour voir un petit peu ce que nous faisons. Et s'il y a des volontaires pour taper, nous sommes preneurs. Merci beaucoup.